Donc voilà, vraiment, je suis très très heureuse de, de faire cette rencontre avec vous et Valérie Donzelli et la Reine des Pommes. Et alors, enfin, en réécoutant la chanson de Lio, j'ai entendu ce petit bout de la chanson qui est parfait, c'est les catastrophes, elle en a fait une carrière. Et en fait, si vous avez vu le film de hier soir aussi, Notre-Dame, il y a quelque chose finalement qui est assez vrai là-dedans. Après, on reviendra sur le sens du burlesque et tout, mais faire une carrière sur les catastrophes, en fait, sur les accidents, sur les Euh, claques. Oui, en fait, je ne sais pas si c'est dans l'idée de faire une carrière. En tout cas, c'est dans l'idée de la résilience. Je crois que ce qui a été un moteur dans ma démarche de faire le premier film que j'ai fait, c'est-à-dire Il fait beau dans la plus belle ville du monde, qui était un court-métrage que j'ai fait en Super 8, c'est que j'étais malheureuse puisque j'étais enceinte de la petite fille qu'on voit dans La Reine des Pommes, Rebecca, ma fille. Et on était voilà, en crise conjugale avec son père. Et j'étais triste, en fait, parce que je trouvais que cette grossesse n'était pas joyeuse. Et pour moi, c'était important que ce le soit. Et du coup, j'ai décidé de faire un film pour lui dédier ce film, pour lui montrer que cette grossesse était belle et joyeuse et tout ça. Et donc, ça a été vraiment dans l'idée voilà, de faire quelque chose de beau avec quelque chose qui me semblait difficile dans ma vie, en fait. Et puis après, j'ai eu un peu le même sentiment avec La guerre est déclarée, puisque ça a été un grand accident dans la vie de mon fils, et puis du coup par ricochet dans la mienne. Et voilà, pareil, j'en ai fait un film. Et puis après, il y a eu Main dans la main, qui parle de la fusion, de l'impossibilité de se séparer, où j'en fais aussi un film. Et puis après, il y a voilà, Marguerite et Julien, et puis Notre-Dame, où je rejoue un peu l'idée de l'échec en faisant une comédie, et puis aussi de la séparation définitive, quoi. Donc, Oui, mais alors, justement, alors pour revenir juste à ce court métrage et donc après évidemment au premier long métrage, donc vous dites, parce que vous étiez actrice. oui, Après des études d'architecture, oui. hein, donc études d'architecture, actrice, et donc en fait vraiment le besoin de passer derrière la caméra, c'est vraiment ça, c'est l'intime, c'est la vie privée qui fait que c'est plus fort d'avoir une caméra juste que d'exorciser ses chagrins seulement en jouant la comédie. Oui, en fait, je crois que faire des films, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi. C'était plus fort que moi, en fait. Mais j'avais, en fait, déjà commencé. C'est-à-dire que j'ai fait mes études d'architecture. Ensuite, j'ai arrêté mes études parce que je voulais être actrice. Mais en fait, c'est un concours un peu de situation un peu étrange, parce que ma sœur, on avait commencé ensemble à faire du théâtre enfant et tout ça. Et ma sœur voulait être actrice, celle qui a juste un an de plus que moi. Et puis, elle est tombée enceinte très jeune et elle a décidé d'avoir cet enfant. Et elle a dit cette chose très bizarre. Elle a dit si j'ai un enfant, je pourrais pas être actrice. Et je lui ai dit bon, bah écoute, si toi t'arrêtes d'être actrice, moi je veux bien être actrice, en fait. Et en fait, je n'osais pas faire comme elle, je ne m'étais pas autorisée. Heureusement que vous n'avez pas dit ça pour être réalisatrice. Avec des enfants, je peux pas être réalisatrice. Oui, mais Vraiment, c'est vous ça seriez qui est mal, drôle, hein. c'est que j'ai commencé à faire du cinéma en ayant des enfants. Enfin, donc c'est un truc. Et en fait, j'ai commencé à être actrice et tout ça, mais je ne savais pas du tout comment faire, parce que j'avais 23 ans ou 24 ans, je ne sais plus. Et donc, j'ai passé des petits conservatoires municipaux. Donc, je suis allée au conservatoire du 10e, puis je suis restée un an et demi dans ce conservatoire, puis je travaillais à côté et tout ça. Et puis j'ai joué dans un court-métrage parce que j'ai réussi une audition. Et puis après, ça a été une succession d'auditions qui ont fait que j'ai commencé à devenir actrice. Et puis j'ai rencontré Jérémy Elkaïm, donc, qui joue tous les rôles dans le film. Oui, Et, on y reviendra. Ouais. et en fait, il m'a dit, mais si tu es actrice, tu devrais t'écrire un film. Et je lui ai dit, mais je commence à m'écrire un rôle, un film. Et puis il m'a dit, bah, oui, écris un film et puis fais-le. Et puis voilà, tu seras... Mais je lui dis, mais comment on fait pour écrire un scénario? Et puis en fait, le lendemain, j'ai commencé à écrire, en fait. Mais c'est très bizarre parce que c'est venu très naturellement. Et je me souviens que je travaillais à la vidéothèque, j'étais agent d'accueil, et puis je m'occupais. À la vidéothèque, c'est
un grand endroit à Paris qui maintenant s'appelle le Forum des Images, qui est une sorte de musée des films, quoi. Donc il y avait à l'époque une salle de visionnage, donc c'était des écrans et les gens allaient à des postes comme ça pour regarder des films qui parlent de Paris, dans lequel il y a Paris comme décor. Et moi, j'attribuais les postes comme ça, puis j'avais un cahier, j'écrivais toute la journée. Et la première chose qui me venait, c'était de partir de moi, en fait, d'écrire justement un personnage comme ça qui s'appelait Adèle Demoiselle. Et à l'époque, c'était une fille qui était en quête de l'orgasme. Et donc, elle couchait avec plein d'hommes comme ça pour essayer. C'était le premier sujet du film. Et j'en ai fait un court-métrage qui s'appelait Demoiselle et que j'ai tourné avant de faire Martha Martha de Sandrine Vessé. Et en fait, ce film, en tant qu'actrice. Et en fait, ce court-métrage que j'ai tourné, qui était produit par un monsieur qui s'appelle Philippe Barassa, qui avait une boîte de production qui s'appelait L'Amour Fou, qui est le narrateur de La Reine des Pommes. Et Philippe Barassa, c'est un metteur en scène un peu underground. Enfin, je sais pas, je le vois plus, donc je sais pas, mais je crois qu'il continue de faire des films un peu hors système. Et en fait, sa boîte a fait faillite. C'était un film que j'avais fait en pellicule avec une énorme équipe. Et ça avait été un cauchemar. Vraiment, de bout en bout. Vraiment un cauchemar. C'est-à-dire que moi, c'était mon premier film. Donc, je me souviens que j'avais fait le découpage du film. J'avais fait des petites cases comme une bande dessinée avec les dessins de tout le découpage, etc. Puis je m'étais confrontée à une équipe en fait, de gens qui voulaient des professionnels de la profession. Enfin, c'était un enfer. Et à tel point qu'il manquait des plans. L'ingénieur du son avait décidé d'arrêter le film, donc j'avais plus d'ingénieur. Enfin bon, c'était vraiment horrible, quoi, une expérience traumatisante. Et puis, j'ai jamais réussi à finir le film parce que la boîte a fait faillite, les rushs ont été récupérés chez un huissier, enfin je sais pas quoi. Enfin, c'était vraiment. Vous avez commencé avec une catastrophe de cinéma. Catastrophe de cinéma, vraiment. C'était l'horreur, quoi. Et puis après, mon fils est tombé malade, donc là, c'était une autre catastrophe. Et en fait, j'avais cette espèce de caillou dans la chaussure et tout ça. Et en fait, longtemps après, quand j'étais donc enceinte, je me suis dit, je vais refaire un film. En fait, j'ai décidé de plus subir les choses, en fait. Et je me suis dit, je vais faire un film, mais je vais pas le faire comme j'ai fait précédemment parce que ça me convient pas. Et je vais le faire, on sera 3 ou 4. Enfin, je voulais vraiment personne, en fait. Et puis, entre-temps, moi, j'avais un peu plus travaillé comme actrice, donc j'avais rencontré des techniciens très talentueux et vraiment qui sont des gens qui sont des vrais accompagnants, en fait, des vrais aidants, des vrais partenaires. Et la première personne, ça a été Céline Boson, qui est la chef opératrice de Il fait beau dans la plus belle ville du monde et puis de La Reine des Pommes, même s'il y en a eu plusieurs parce que le film était autofinancé, donc je ne pouvais pas payer trop de gens. Donc, bref. Et donc sur ce court-métrage, en fait, on s'est dit, j'ai dit, voilà, j'ai écrit un film, on va le faire et tout ça, mais j'ai pas d'argent, donc je voudrais que ce soit beau, je voudrais que ce soit comme du Technicolor, comme Marilyn Monroe avec sa robe verte et tout ça. J'imaginais, je parlais du court-métrage et elle me dit, bon, on va le faire en Super 8. Je dis, ah bon, on peut faire un film en Super 8 comme ça? Elle me dit, bah oui, pourquoi pas, ça va être hyper beau, ce sera de la pellicule. Et donc on a fait le film en Super 8. Donc il y avait Céline qui était à l'image, il y avait une ingénieure de son, et puis il y avait moi. Et puis j'ai tourné aux Colonnes de Buren. Je tournais en extérieur parce que voilà, je m'étais renseignée un peu, donc je savais qu'on n'avait pas besoin d'autorisation quand on n'était pas plus de 5. Et puis on a tourné aux Colonnes de Buren. J'avais écrit à Daniel Buren qui m'avait donné l'autorisation. Et les Colonnes de Buren, c'était un des premiers endroits que j'ai étudié en urbanisme et en architecture. Et j'adorais ce lieu. Donc voilà. Et puis les Colonnes de Buren. Les boucles se bouclent. Ouais, donc les boucles se bouclent vachement. Donc c'est pour ça que c'est assez marrant, quoi, de revoir La Reine des Pommes aujourd'hui, d'avoir Notre-Dame hier. Enfin, c'est assez rigolo. Alors, il y a plein de ponts entre en dehors des Colonnes de Buren, il y a plein de ponts entre le début de vos premières catastrophes et votre dernière merveilleuse catastrophe qui est Notre-Dame, mais y compris Charles Trenet. Ah oui. La Reine des Pommes commence sur Charles Trenet, ouais. Notre-Dame commence sur Charles Trenet. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec Charles Trenet? Justement, c'est. J'adore. Est-ce que cette gaieté, elle est complètement cette fantaisie, c'est vous, quoi. Enfin. Oui, enfin Charles Trenet, c'est vraiment. Enfin, j'adore ses chansons. Enfin, je trouve que c'est à la fois d'une mélancolie folle et d'une joie folle. Enfin, et puis c'est très français. Comme il y a quelque chose de très français. C'est marrant. Et finalement, j'ai des origines italiennes et tout ça, mais j'ai quand même été élevée dans
en Lorraine, enfin dans un endroit comme ça qui est très du terroir. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Et puis oui, la Reine des Pommes, en fait, c'est marrant parce que Charles Trenet, ça a été une rencontre qui est arrivée assez tard dans ma vie, vraiment quand j'ai commencé à faire du théâtre et tout ça, parce que je me suis mise à découvrir ces chansons par une amie que j'avais à l'époque et on chantait toute la journée. Je sais pas, il y a un truc de jeunesse, ça me rappelle, c'est très nostalgique. Je suis désolée parce que je dis les choses, c'est un peu le foutoir là quand je parle comme ça, parce que je suis pas du tout quelqu'un qui sait théoriser sa pensée, donc c'est pas très intéressant ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est juste que Charles Trenet, pour moi, c'est vraiment ancré dans une période d'insouciance et en même temps, je crois qu'on peut l'écouter à tous les âges en fait, et à chaque fois, on le réinterprète différemment. C'est plein de sous-couches, voilà. Et c'est un peu comme mon travail, j'ai l'impression qu'il y a toujours une apparence comme ça, un peu légère et tout ça. Et en fait, quand on gratte un peu, il y a toujours des choses un peu plus mélancoliques, plus profondes. Oui, oui. Et je trouve que ça se répond bien. Et alors, La Reine des Pommes, c'est drôle, vous avez dit tout à l'heure que quand vous avez voulu refaire du cinéma après Mademoiselle, qui était un petit peu problématique, Ah oui. que vous n'alliez plus vous laisser faire, que vous alliez ne plus subir. Ouais. Et est-ce que La Reine des Pommes, Adèle, c'est l'histoire d'une fille qui finit par ne plus subir aussi? Oui, c'est surtout l'histoire d'une fille qui... Parce qu'il y a Pierre, Paul, Jacques, ouais. qui ont tous évidemment le même visage, c'est-à-dire celui de Mathieu, donc celui de de Jérémy Jérémy. El-Kaïm. Ouais. Et il y a cet itinéraire vraiment à la fois burlesque et grave, jusqu'au moment où Pierre a enfin le visage de Pierre, Ouais. à la fin. C'est-à-dire c'est plus le visage d'un amour perdu. Et il y a aussi un petit détail, parce qu'après je vais oublier, parce que c'est exactement pareil comme dans Notre-Dame. Vous êtes habillés pareil Oui. tout le long du film, sauf à la dernière séquence, Ouais. où comme si vous étiez guéri, vous changez de fringue. Oui, oui, alors en fait, ça paraît... C'est quoi ce truc avec... comme si en fait le film n'était qu'une seule et même journée, c'est-à-dire vous êtes habillés pareil, et après vous changez d'espace-temps, quoi. Oui, en fait, ça c'est... Voilà, dans l'idée, donc je fais ce court-métrage avec 3 francs 6 sous, etc. Et puis personne n'en veut, aucun festival ne veut du film et tout. Et donc je suis quand même très triste et puis un peu vexée, quoi. Je me dis, bon, il ne faut pas rester là-dessus, donc je vais refaire un film. Mais ce coup-ci, je vais faire un long métrage parce qu'en fait, c'est pas plus compliqué, c'est juste un peu plus long. Et puis au moins, les longs métrages, on les voit au cinéma. Alors que les courts métrages, en fait, tout le monde s'en fout, quoi. Dans ma tête, c'était ça. Et donc, je décide de faire La Reine des Pommes parce que Laure Marsac, qui joue dans le film Celle qui frappe avec le sac, partait à New York, vivre à New York. Et moi, j'étais très déprimée et tout ça. Et puis, elle me dit, écoute, viens me voir à New York. Je dis, oh non, non, moi, je vais pas à New York. Je déteste voyager. Je déteste le tourisme et tout. Mais si je viens à New York, c'est pour faire un film, quoi. Je vais pas aller à New York comme ça. Et donc, je dis, d'accord, je viens, mais je fais un film. Et donc, j'ai écrit toute la fin du film, La Reine des Pommes. Et je suis allée voir Jérôme Dopfer, qui était le producteur qui m'avait aidé à terminer mon court-métrage, en fait. Et puis je lui dis, voilà, je vais partir à New York, donc je voudrais juste que tu me prêtes une caméra, parce que j'en ai pas, et je vais faire un film. Alors il me dit, ah bon, mais alors attends, qu'est-ce qu'on a? Donc on regarde la caméra, j'appelle Céline, je dis, voilà, regarde, on a ça comme caméra. Est-ce que tu crois qu'on peut faire un film avec ça? Elle me dit, oui, d'accord, mais alors c'est de la vidéo, donc... il faudra bien réfléchir à comment on va filmer. Donc, pas de couleurs vives, pas de soleil, sinon ça va être horrible. Donc, d'accord, on va faire quelque chose de très froid, très automnal, ça peut être beau. Alors, je dis, ok, d'accord. Donc, on prend cette caméra. Et est-ce qu'on peut avoir des billets, un billet d'avion? Au moins, tu peux nous payer un billet d'avion. Puis après, j'avais récupéré un autre billet d'avion par des miles d'un cousin. Enfin, bref, j'avais fait un bordel sans nom. Et donc, on est parti avec Céline Boson et la caméra. Bricolé, quoi. Ouais. Et on a tourné toute la partie new-yorkaise avec les 10 dernières pages d'un scénario dont on ne connaissait pas le début. À part que je savais c'était une fille qui se faisait larguer et qu'à un moment donné, elle partait à New York, quoi. Et en fait, quand je suis rentrée de New York, j'ai dit à Jérôme, mais en fait, je vais faire un... En fait, avant de partir à New York, il me dit, mais c'est quoi ce court-métrage? Je dis, non, mais c'est pas un court-métrage, c'est un long métrage. Il me dit, mais je peux lire quelque chose? Je dis, non, j'ai rien écrit. Et donc, je pars à New York. Et en revenant, donc, j'écris le scénario parce que j'avais décidé de tourner dans la foulée. Et comme j'avais décidé de ne pas demander d'argent et tout ça, je me sentais très libre, en fait, de ne pas attendre. Et Céline était disponible pendant le mois de mars.
Donc, il fallait il fallait tourner au mois de mars, donc il fallait écrire très vite avant. Donc, j'ai écrit le scénario en 3 semaines ou 4 semaines. Et je faisais que ça. Et c'est là où Jérémy m'a dit, mais si elle rencontre Pierre-Paul Jacques, ce serait drôle que ce soit toujours le même. Je dis, ah oui, très bonne idée. Donc, puis c'est toi qui vas jouer tous les rôles, ce sera plus facile, etc. Donc voilà, et je commence comme ça à écrire le début du film. Et là, j'appelle Jérôme Dopin, je dis voilà, donc j'ai fini le scénario, on tourne dans 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus. Donc je te le donne, il faut que tu le lises. Il me dit oui, je vais le lire la semaine prochaine. Je dis non, 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 je viens dans ton bureau et je te le lis. Donc je l'ai coincé dans son bureau, je lui ai lu tout le scénario. Et là, il me dit bon, c'est super, c'est drôle et tout ça, mais ce serait bien que tu retravailles un peu parce que pour le déposer au CNC, machin. Je dis non, on ne dépose pas au CNC, je ne retravaille pas ce scénario. On le tourne, nous, on tourne dans 3 semaines parce qu'après Céline n'est plus disponible, je veux faire le film avec elle, etc. Et il me dit bon, je lui dis ben, on va juste payer les gens à faire à manger, donner un petit peu d'argent pour les salaires et tout ça, on sera que 4. Donc on paye Céline et on paye l'ingénieur du son, puis le reste, c'est pas grave et tout ça. Et donc j'avais fait un budget, il m'avait fait un petit budget, donc ça coûtait à peu près 6 000 € le tournage. Et donc moi j'avais emprunté de l'argent. Vous avez cassé votre PEL ou... Ouais, non, j'ai emprunté de l'argent. J'ai un cousin qui était assez riche qui m'avait prêté de l'argent, qui m'a fait faire une reconnaissance de dette et tout. Enfin, c'était horrible. C'était le même que les Miles? Non, c'était un autre. Ah bah. Et puis Jérôme Doffer, il avait mis 3 000 €, donc on était producteurs à 50% chacun du film. Et puis donc on tourne le film, et puis on se dit on verra comment on le finit, on trouvera quelqu'un pour le monter et tout ça. Enfin, ça, c'était Pauline qui allait monter, de toute façon, mais une salle et tout. Et puis, entre-temps, mon court-métrage d'Il fait beau dans la plus belle ville du monde est pris au Festival de Cannes à la quinzaine des réalisateurs. Et donc là, du coup, Jérôme, ça l'a un peu plus stimulé. Et puis, il a trouvé une salle, on a monté La Reine des Pommes et tout ça. Puis après, la post-production de La Reine des Pommes, ça a été très long. Mais après, le film, il est allé au Festival de Locarno dans une section parallèle. Et puis là, il a eu vachement de succès. Et puis après, il est allé ici. Surtout, quand on relit les critiques de et les critiques étaient dithyrambiques. C'était un film, en fait, on n'en revenait pas avec l'attaché de presse et tout, qui est toujours le même attaché de presse que j'ai aujourd'hui. Et en fait, c'était fou parce que c'était une toute petite sortie, c'était un film que personne n'attendait et tout ça, et les critiques étaient dithyrambiques. Je me souviens qu'on avait fait l'ouverture du cahier cinéma de Libération avec Croque-Monsieur. Enfin, c'était fou, quoi. Et c'était complètement inouï. Et donc, c'est grâce, en fait, à La Reine des Pommes que j'ai pu faire La Guerre est déclarée, parce que c'était le film que je voulais faire avant tout, mais que je ne pouvais pas faire parce que j'avais bien conscience que c'était compliqué à faire, quoi. Alors, pour rester un petit moment sur La Reine des Pommes, parce qu'il y a tellement de grâce, mais aussi d'influence à l'intérieur et tout. Alors déjà, pardon, mais c'est parce que je pense à ce que votre ex-mari qui vous colle tout le temps dans Notre-Dame, vous dit à un moment. Mais je savais que vous étiez très cul. Parce que c'est une réplique de Notre-Dame hier soir, c'est son mari qui lui dit « Je savais bien que tu étais très cul ». Oui, j'ai toujours su que tu étais hyper cul. J'ai toujours su que tu étais très cul. Mais c'est très cul, La Reine des Pommes. Oui, tout à fait. Non, mais c'est incroyable, cette liberté, et en même temps, c'est très libertin. Ouais. Cette espèce de mélange comme ça, de fantaisie, et vraiment, oui, c'est très osé. Oui, c'est vrai, c'est marrant parce que là, je le revoyais. Et c'est un film que j'ai du mal à montrer à mes enfants à cause de ça, justement, le côté très libertin qu'il y a dans le film et tout. La petite fille est dedans, hein. Oui. Non, Elle l'a déjà vu, en fait, d'une certaine manière. Oui. Oui, sauf que c'est du cinéma, donc évidemment, c'est monté, tout ça est très triché quand même. Non, mais juste, je voudrais faire un tout petit retour en arrière par rapport à cette histoire de costume unique, parce que c'est ça qui a fait, je suis partie dans des digressions et tout ça, mais en fait, c'est une raison budgétaire qui a fait que j'ai toujours le même costume. Quand j'ai fait La Reine des Pommes, je me suis dit, bon, j'ai pas d'argent, donc je vais pas commencer à avoir 50 costumes, etc. Donc il faut qu'elle ait un seul costume. Parce que du coup, on ne se posera pas la question de la temporalité. C'est-à-dire que si elle est habillée tout le temps pareil, ça peut se passer sur un jour comme sur 6 mois, c'est pas un problème. Et donc, ce concept de costume unique, il a vraiment démarré pour des raisons de production, en fait. Et sur Notre-Dame, ça a été un peu le même schéma. C'était aussi pour des raisons de production, mais aussi parce que je trouve que ça correspond au film et au personnage. Et on remarque que l'héroïne est habillée pareil dans Notre-Dame, mais en fait, tous les autres personnages sont habillés pareil. Mais ça, on le remarque moins parce qu'ils ont des costumes qui sont moins représentatifs, voilà, qui sont moins stylisés, quoi. Et donc, voilà. Après, sur la question libertine de La Reine des Pommes et cul, etc., ça m'intéressait de faire une comédie dans laquelle
il y aurait de l'érotisme aussi, il y aurait de la sexualité et de parler de la sexualité parce que je trouve ça intéressant. Et donc, c'est voilà, des situations que j'ai connues, soit par des gens qui m'ont raconté des choses, soit même par mon vécu à moi. On a tout eu un type c'était le début des SMS, des portables, on était comme des folles à Un type qui nous attendre. balade. Oui, à attendre un message, à être là, il m'a répondu, machin. Hein. Et du coup, je trouvais ça amusant de créer un parcours initiatique de cette jeune femme qui a tout donné, et tout vécu pour un amour, et puis qui d'un coup va commencer à même être sous ses airs candides, à faire souffrir aussi les autres. C'est ça que je trouvais beau, en fait. Et elle est cruelle, Adèle. Elle se sert de l'un, elle en fait souffrir un autre, pour arriver à une espèce d'amour complètement absurde, qui n'en est pas un. Et c'est juste qu'elle confond tout, en fait. Elle est en dépression totale, et elle part en vrille parce qu'elle a, à un moment donné, rencontré la mauvaise personne, quoi. Et ça finit, c'est pas qui a cassé le vase de Soissons, mais Ouais. c'est très 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 joli, ces images de souvenirs d'enfance et tout. Enfin, je sais pas si je peux me permettre, elle est très très belle, votre maman. Oui, alors c'est marrant parce que, en fait, c'est typique, c'est vraiment, quand je fais mes films, je les construis tout le temps. C'est-à-dire, au départ, il y a un scénario qui, en général, est ce qu'il est. Enfin, voilà. Puis après, il y a le tournage. Et là, je réinvente beaucoup les choses. Et puis après, il y a le montage. Et je réinvente aussi beaucoup les choses au montage et tout. Et avec Pauline, d'ailleurs, on adore réécrire les voix narrateurs. C'est vraiment la salle de montage de mes films. Et c'est vraiment un petit laboratoire. On rit beaucoup. On est tout le temps en train d'oser des trucs rigolos. Enfin, on s'en fout complètement. Il n'y a pas de sacralisation du film, de la matière, etc. Je sacralise aucun plan. Je m'en moque complètement de jeter un truc, de modifier un truc. Enfin, vraiment, j'ai pas du tout. Je vois pas du tout le cinéma et la technique du cinéma comme quelque chose de sacré. C'est un Lego. Oui, c'est ça. C'est Enfin, c'est vraiment. comme Maud sur le parvis là, avec ses Lego là. C'est un Oui, Lego non, en mais fait. c'est vrai. Je fais un peu des films comme ça, comme des maquettes. C'est très manuel, en fait, très artisanal mon rapport au cinéma, parce que j'ai jamais fait d'école et que je suis complètement autodidacte, et puis que je crois aussi que c'est parce que j'ai été élevée par un père qui est fils d'artiste et un grand-père artiste qui nous a toujours mis un marteau et un burin dans les mains en disant vas-y, fais une statue, fais de la terre, dessine, alors qu'on n'était pas forcément doué pour ça, mais du coup, je crois qu'il nous a complètement décomplexés à faire les choses, et c'est vrai que j'ai jamais eu de problème par rapport au passage à l'acte, en fait. Je me suis pas dit, mais en fait, j'ai juste fait, quoi. Et, euh, et tout ça pour dire, je sais plus, j'ai perdu le fil de ma pensée. Euh, Les images de votre ah maman à oui, la fin de La Reine des Pommes. ah oui. Et donc, quand on avait cette. En fait, la scène au départ, elle n'était pas comme ça. C'était un long plan, séquence en travelling arrière qu'on avait fait sur une espèce de charrette là, pour les livreurs. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Un diable. Donc, on avait mis un Américain dessus qui tirait le diable avec Céline Boson sur le truc. Et on avait fait un long plan en travelling arrière comme ça, séquence. Et où je racontais toute l'histoire à Laure Marsac qui écoutait et tout ça. Et en fait, je trouvais ça au montage un peu chiant, quoi. Je me disais, oh là là, c'est pas émouvant. Et c'est bizarre parce que parfois, il y a des choses écrites qui sont émouvantes, puis quand on les met en image, d'un coup, c'est pas très émouvant. Et en fait, je me suis dit, mais il faut voir en fait ces images et tout ça. Et je me suis souvenue que ma mère a toujours filmé en Super 8 et nous a toujours projeté des films enfants Super 8 et tout ça. Et donc, je suis allée leur demander les images. J'ai pris quelques bobines que ma mère m'a données. Elle m'a dit, bah, tiens, j'ai ça. Et donc, on les a projetées, on les a filmées et on les a intégrées au film. Et effectivement, c'est ma mère qu'on voit dans le film. Donc, ça, c'est d'autant plus émouvant qu'elle est morte maintenant et que j'ai fait un film l'année dernière, ou il y a 2 ans, un petit documentaire pour Arte qui s'appelle Le cinéma de maman, et qui est un film que je ne fais qu'à partir de ces Super 8 que j'ai retrouvés, et qui raconte comment le cinéma, en fait, m'a pris le deuil de ma mère, parce que ma mère est morte juste avant le Festival de Cannes en 2011. Et donc, il y a eu la guerre est déclarée, et j'étais complètement en deuil de ma mère, et en même temps dans une espèce de renaissance avec ce film qui a connu un succès qui m'a complètement dépassée. Et donc un deuil que j'ai pas vraiment fait. Et en fait, après,
le cinéma me rend ce deuil parce que j'arrive à faire cette carte blanche pour Arte où je fais un film sur ma mère et le fait elle a filmé toute sa vie. En fait, j'ai toujours vu ma mère avec une caméra. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis cinéaste. Enfin, en tout cas, je fais des films. Et en fait, j'ai toujours vu ma mère me filmer. Donc, c'est assez marrant comme l'inconscient travaille, quoi. Et du coup, là, de revoir ces images Super 8, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai voulu faire le cinéma de maman, au départ, c'était pas vraiment un portrait. Voilà, je voulais faire un portrait de ma mère à travers une femme qu'il avait connue parce qu'elle avait travaillé pour elle comme nurse, parce que ma mère était nurse. Et donc, j'avais rencontré cette femme. Enfin bon, c'est une histoire assez hallucinante. Et je découvre chez cette femme des photos de ma mère que je ne connaissais pas avant qu'elle ait des enfants, puisque c'était quand elle avait 18 ans. Et donc, j'enregistre cette femme et je me dis, bon, bah voilà, je vais faire un portrait de ma mère à travers l'entretien de cette femme. J'ai quelques archives Super 8 que j'avais dans La Reine des Pommes. Enfin, je commence à me dire comme ça va, je vais pouvoir faire un film. Puis le monteur qui a monté le film, il me dit, bon, Valérie, on n'a quand même pas beaucoup de matière, parce que j'ai juste une bande son. J'ai des rushs de l'anniversaire de ton père qui fête ses 80 ans, parce que mon père fêtait ses 80 ans cette année-là, donc on l'avait filmé en Super 8. Je m'étais dit, bon, ça va marcher. Enfin, il me dit, qu'est-ce que je fais en fait? J'ai pas de matière. Et je lui dis, ah, mais attends, les rushs Super 8 qui sont dans La Reine des Pommes, ils vont arriver, il faut les scanner, tout ça. Puis là, le labo m'appelle, ils me disent, mais c'est normal que sur les Super 8 que tu nous as donnés, tu sois enceinte avec une robe verte. Et là, je comprends en fait que c'est les rushs du court-métrage que j'ai donné et qu'en fait, les fameux Super 8 qui sont dans La Reine des Pommes, je les ai perdus. Donc là, je suis en panique, en fait. Je dis, mince, en plus, c'est les films de mon père et tout, de ma mère. Ils vont... Donc j'appelle mon père, je dis, papa, je suis désolée, mais en fait, j'ai perdu les films de La Reine des Pommes. J'aurais dû te les rendre plus tôt. Je ne sais plus où ils sont avec tous mes déménagements et tout. Il me dit, bon, écoute, je vais voir s'ils ne sont pas chez moi. Peut-être tu me les as rendus, que tu t'en souviens pas. Mais moi, je n'ai pas de souvenir de ça. Donc il cherche de son côté. Et puis moi, je cherche de mon côté. Eureka, je retrouve un carton à la cave sur lequel il y a marqué Super 8. Et en fait, c'était les films de La Reine des Pommes. Et mon père me dit, mais j'en ai retrouvé plein d'autres. Et en fait, je vais chez lui et là, je découvre la mine d'or. Et c'est pour ça que dans le cinéma de maman, j'ai pu à la fois raconter ce film délirant où je mets à la fois des Super 8 de mon court-métrage. Et en fait, c'est comme ça que j'ai construit le film, sur le fait que le cinéma m'a pris le deuil et en même temps me le rend. Et que je fais des films pour ne pas mourir et toute la question du cinéma qui rend les choses immortelles et tout ça. Donc c'est vraiment aussi un accident. À chaque fois, c'est des choses... c'est étonnant, quoi. C'est joli, je fais des films pour ne pas mourir, parce que Adèle, dans La Reine des Pommes, ça commence quand même par elle a envie de mourir, elle le dit clairement. Enfin, c'est... Et alors justement, après on passera. Enfin, de toute façon, il y a vraiment des ponts avec Notre-Dame, mais dans ce film, en vrac, on pense évidemment à Truffaut pour la voix off, pour l'imperméable d'Adèle quand même. Ça pourrait être Charles Denner dans l'imperméable. Enfin, il y a vraiment quelque chose de pour l'imperméable, mais on pense aussi évidemment à Demi, parce que vous vous mettez à chanter tranquillement à la table de la cuisine comme si de rien n'était. Enfin, toutes ces influences-là, est-ce que vous, évidemment, vous les assumez, vous jouez avec, enfin, comment vous jonglez avec tout ça? Puis alors là, dans Notre-Dame, la maquette qui vole, dans Marguerite et Julien, il y a un hélicoptère complètement anachronique au milieu du XVIIe siècle. Enfin, c'est complètement peau d'âne. Enfin, pour moi, vous êtes vraiment la cinéaste vous êtes l'héritière de Jacques Demy, en fait. Alors que tout le monde se targue de l'être. Pour moi, je pense que c'est vous, en fait. C'est vous, sa fille cachée. Alors, c'est hyper élogieux. Et alors après, j'adore les films de Demy et les films de Truffaut et les films de Romer et les films d'Agnès Varda. Enfin, vraiment, et même Godard et tout ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me parle et qui me plaît. Et voilà. Après, j'aime le cinéma d'une manière beaucoup plus vaste, quoi. Mais c'est vrai que ces films-là, je les avais vus. Et après, sur La Reine des Pommes, ma vraie référence, c'était plutôt Romer, à la fois en termes de production, parce qu'il faisait des films avec des toutes petites équipes. En termes de jeu aussi, je trouvais ça beau de parler comme ça, d'être très poli, d'avoir un langage un peu châtié comme ça. Et puis c'est très bavard aussi. La Reine des Pommes, c'est assez bavard en fait. Ils se parlent beaucoup. Et pour les chansons, oui, je pense que en fait, ce qui est arrivé quand j'écrivais, c'est que je me disais, pour qu'elle puisse raconter son amour, elle peut pas le dire, sinon on est au théâtre. Enfin, d'un coup, ça devient une tirade de théâtre. Donc en fait, elle va le chanter. Et le cinéma permet ça. Le cinéma permet d'oser des choses qu'on ne peut pas forcément
oser dans un livre. Enfin, c'est un outil qui est tellement vaste parce que Pardon de vous interrompre, mais vous dites ça comme si pour vous c'était naturel. Le cinéma permet d'oser. Mais il y a énormément de premiers films, enfin, et même d'ailleurs de troisième ou quatrième films, où les réalisateurs osent rien du tout, quoi. Enfin, je veux dire, oui. vous disiez ça comme si c'était naturel. Tiens, je vais chanter, tiens, je vais faire ça. Enfin, quand vous disiez que vous aviez un don pour le passage à l'acte, effectivement, enfin, vous n'avez pas peur de rien, quoi. Bah non. En fait, non, c'est pas. En fait, je crois quand même que ce qui se passe, c'est que je me rends pas très bien compte. Je fais un peu les choses dans l'inconscience aussi. Quand je fais un film, je me dis, mais en fait, je crois que c'est le fait de pas être de pas avoir appris, qui fait que je suis pas parasitée par des règles de cinéma ou je sais pas quoi. Enfin, ça m'intéresse pas du tout la technique, savoir les objectifs, les machins, je m'en fous, mais complètement. Et c'est pour ça que j'adore travailler avec un chef opérateur, avec un monteur, avec un ingénieur du son, travailler avec des gens qui fabriquent le film avec moi. Et moi, je suis juste à dire, oh, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Moi, ce que j'adore, c'est organiser mes idées et avoir des gens qui m'aident à le faire, quoi. Mais après, je me dis pas, non, ça se fait pas, on peut pas. Et c'est d'ailleurs ce qui m'avait fait souffrir sur le fameux court-métrage Catastrophe que j'avais fait, c'est que tout le monde me dit, mais non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. J'en pouvais plus, quoi. Je trouvais ça horrible, en fait. J'avais l'impression d'être à l'armée. Et pour moi, le cinéma, une fois que je m'étais débarrassée de tout le monde et que j'avais trouvé les bonnes personnes, parce que je pense qu'il faut s'entourer des bonnes personnes quand on fait des films, ça c'est un des trucs très importants, bah, j'ai découvert un espace de jeu vraiment infini, quoi. Et c'est ça que je trouve, que je trouve génial, en fait. Et qui fait qu'on s'en lasse pas. Et je pense que c'est vraiment... c'est vraiment un endroit où on peut tout oser, quoi. On peut nous faire croire n'importe quoi. Alors, tout oser, bah, on va passer évidemment à votre. Enfin, en attendant, je croise les doigts pour Notre-Dame et votre triomphe, hein, évidemment. Donc, c'est La guerre est déclarée. Si je peux me permettre un petit récit personnel, j'étais À Cannes, oui. j'étais à Cannes le soir, La guerre est déclarée et projetée en ouverture de la semaine de la critique. Et j'étais dans la salle, donc je l'ai vu. Je crois que j'ai jamais vu à Cannes un événement pareil. À la fin du film, toute la salle, qui était blindée, hein, s'est levée d'un coup en hurlant, mais en hurlant son enthousiasme. Il y avait des gens qui pleuraient et comme le générique tournait en boucle, Ouais. Valérie et Jérémy Elkaïm se sont levés, ils étaient au milieu de la salle, se sont levés et se sont mis à danser le rock. Alors, c'est pas pratique hein, entre des fauteuils rouges. Hein. Ils se sont mis à danser le rock, mais un rock endiablé avec la musique du film. Et les gens battaient la mesure, criaient. Il y avait même un ministre de la Culture au milieu qui criait pareil. J'ai jamais vu un truc pareil. Non, mais c'était historique. Un amour, mais une espèce de vague d'amour. Est-ce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Après, bon, on parlera du film en lui-même. Mais en plus, c'est un film, par définition, sur la guérison. C'est un film sur... et qu'est-ce que ça fait? Enfin, vous avez dû... Enfin, on doit se pincer en se disant, c'est pas possible. Enfin... Non, mais là, rien que d'en parler, ça me donne les larmes aux yeux et tout. Enfin, en fait, je crois que quand on vit des choses aussi intenses, on réalise pas du tout sur le moment l'ampleur du truc. Enfin, j'étais juste sonnée, quoi. Je comprenais pas. En fait, j'avais l'impression d'être en lévitation au-dessus du sol. C'était dingue. Et en plus, je venais de perdre ma mère avant, donc c'était une espèce de choc comme ça, d'émotion délirant, en fait. Et puis surtout, je m'attendais pas du tout, tellement pas à ce que... Enfin, je me souviens que, en fait, quand je faisais La guerre est déclarée, à un moment donné, j'ai pris un coup de flip et je me suis dit, oh, en fait, je veux pas que le film sorte. J'ai peur, enfin, j'avais hyper peur. On va peut-être dire, vous l'avez tous vu, parce qu'autrement, oui, à peu près. Et non. Enfin, donc c'est l'histoire. Enfin, oui, en fait, j'ai eu donc après Martha, je suis tombée donc le premier film que j'ai fait comme actrice, je suis tombée enceinte d'un petit garçon que j'ai eu avec Jérémy, qui s'appelle Gabriel, et on a découvert à l'âge de 18 mois qu'il avait une tumeur au cerveau, donc il a eu un cancer très grave. Et il s'en est sorti. Aujourd'hui, il a 18 ans, il a eu son bac et tout ça. Et donc, j'ai fait un film qui s'appelle La guerre est déclarée et qui raconte le combat de jeunes parents pas préparés à la guerre qui se battent pour leur enfant atteint d'une maladie grave. Voilà.
Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un hymne à la vie. C'est pas, c'est un hymne. C'est pas du tout un film. Enfin, c'est bouleversant parce que le sujet est bouleversant et tout ça, mais c'est un film qui est fait dans une énergie. On l'a fait à 8. Enfin, vraiment dans le même principe, toujours de. Voilà, ça a été la rencontre avec Rectangle Productions et Édouard Veil, où je lui disais, voilà, je veux personne dans l'équipe, je ne conçois que 8. Il me disait, d'accord, mais je ne veux pas que ce soit toi qui fasses les sandwichs. Donc, ok, d'accord, ça, je veux bien qu'il y ait un régisseur. Mais sinon, je veux vraiment personne et tout. Et en plus, vous avez tourné dans des les hôpitaux, oui, dans les vous hôpitaux. êtes incrusté même dans des salles d'opération. Oui, mais en fait, comme je les connaissais, tous ces gens de Necker et tout ça, puisque voilà, quand on traverse une expérience comme ça, on connaît tous les services, on passe beaucoup de temps à l'hôpital, des années, ça dure longtemps. Donc, en fait, quand je les ai contactés, parce que c'était pareil, c'était un truc de production, de tourner dans les vrais décors, de ne pas faire de déco, de ne pas être dans un truc, vraiment de partir du réel. En fait, je fais des films qui partent du réel et en même temps qui s'en éloignent dans un truc très onirique et très poétique. Je ne suis pas du tout dans un cinéma réaliste, naturaliste, etc. Mais le point de départ, il est réel. C'est-à-dire que les décors, j'adore travailler dans des décors naturels, des décors réels où je ne rajoute rien, où je fais juste de l'assemblement, mais il n'y a pas de construction de décors, etc. Je me méfie beaucoup des décors au cinéma. Et voilà, et donc c'est un film qui a été... après, moi, j'avais très peur de la sortie du film et tout, et donc j'avais dit à Édouard Veil, je veux absolument refaire un film tout de suite après, dans la peur justement du vide, de que le film plaise pas, que je sais pas quoi. Et donc j'avais écrit main dans la main en étant sûre que je ferais un film juste après, mais je savais même pas que le film allait faire un tel succès, je savais même pas qu'il allait aller à Cannes et tout, quoi. Et puis voilà, le film est allé à Cannes, ça a été un énorme succès. Il est parti pour être présent pour la France aux Oscars. Et en même temps, je préparais... il a été nommé à tous les Césars. Oui, et puis je préparais en même temps, main dans la main, que j'étais obligée de faire, puisque j'avais les sous, et tout était calé et tout. Donc j'étais un peu tiraillée entre un film qui n'en finissait pas de grandir et un autre qui avait du mal à naître, quoi. Donc c'était un peu compliqué. Mais oui, la guerre est déclarée. En fait, c'est un accident. C'est quelque chose que je n'ai pas du tout maîtrisé et qui est difficile à gérer. Et voilà. Alors, on parle parce que dans la guerre déclarée, donc le couple de parents s'appelle Roméo et Juliette. Oui. Parce qu'il n'y a pas de raison. Évidemment, dans La Reine des Pommes, c'est comment on essaye de justement, de construire un couple, puis avec des amants, dans Notre-Dame, c'est cette espèce d'ex qui est pratiquement devenu un frère avec qui on dort et tout ça. Et puis dans Main dans la main, dont vous venez de parler, c'est l'histoire géniale donc d'un homme et d'une femme en fait qui sont collés. Oui. Le destin les colle, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y en a un qui lève la main, l'autre lève la main exactement en même temps. Donc ils sont à la fois collés, miroirs et tout. Donc c'est à nouveau Jérémy Elkaïm et Valérie Lemercier cette fois-ci. Dans Notre-Dame, il y a aussi ce rapport avec les hommes. Et dans Marguerite et Julien, vous parlez carrément de l'inceste entre un frère et une sœur. Jacques Demy-Podane, l'inceste. C'est rare les cinéastes qui parlent de l'inceste. Ouais. Qu'est-ce que vous... C'est quoi est-ce que c'est parce que vous avez commencé à travailler dès le début avec l'homme que vous aimiez, etc. Mais c'est quoi quand même cette obsession du duo, mais on ne sait jamais si c'est frère, sœur, amant, mari, collé, pas collé. Il y a vraiment un truc chez vous qui est... Très fusionnel, oui. En fait, c'est très... Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que je fais des films de façon... Alors, Pauline Gaillard, ma chef monteuse et amie, me dit que je trimballe mon inconscient en bandoulière. Et moi, je ne me rends même pas compte, en fait. Je fais les choses un peu comme ça, elles me viennent. C'est plus fort que moi, il faut qu'elles sortent, quoi. Mais c'est vrai que là, avec le recul, et en plus, j'ai fait un entretien avec un monsieur qui s'appelle Quentin Mével, qui fait une petite édition de cinéma sur des cinéastes et leur façon de faire des films, où il interroge sur tous les films qu'on a fait. Donc là, j'ai reparlé de tous mes films avec lui. Je les ai pas revus, mais j'ai reparlé de tous les films. Et c'est vrai, je me rends compte quand même du parcours que j'ai fait, même moi personnellement, à travers mes films. C'est-à-dire que Adèle, ça raconte l'histoire d'une muse, c'est-à-dire d'une fille qui, en fait, ne vit pas pour elle, mais vit pour l'autre, et qui apprend à être sujet de sa vie.
Et puis après, on passe à l'idée d'un couple qui devient comme un monstre à deux têtes, totalement arme de guerre pour se battre pour leur enfant et tout ça, qui devient un corps à deux têtes, vraiment, où ils sont obligés de faire bloc pour dépasser cet événement et qui finissent à la fin par exploser et se séparer. Et puis ensuite, on part sur la fusion de deux personnes, en fait, sur un espèce de coup de foudre, qui est l'amour comme un coup de foudre qui fait qu'on est en symbiose, qui est la passion, quoi, avec l'inceste qui est sous-jacent entre le frère et la sœur et que je vais appliquer après dans Marguerite et Julien, qui, lui, raconte l'amour comme dans une la main, il y a maladie. une sœur très, très présente. Oui, hein. en fait, c'est deux fusions, c'est deux couples en fusion. C'est un personnage qui est joué par Jérémy, qui est en fusion avec sa sœur, puisqu'ils ont perdu leurs parents quand ils étaient jeunes. Il habite chez elle. Elle a un mari, 4 enfants et tout ça, mais il est collé à sa sœur. Et Hélène Marchal, qui est la directrice de l'opéra, jouée par Valérie Lemercier, qui vit avec une amie, qui est Béatrice de Staël, la Rachel de La Reine des Pommes. Et elles sont en fusion toutes les deux. C'est une amitié très fusionnelle et tout. Et il y en a... Et en fait, le film raconte comment Jérémy et Valérie Lemercier, par le coup d'un charme, comme dans un conte, vont se retrouver collés l'un à l'autre et vont plus pouvoir se séparer. Et en fait, c'est un amour immédiat et fusionnel, qui est symbolisé par cette espèce de sortilège comme ça où ils ne peuvent pas se séparer, et qui, du fait d'être collés l'un à l'autre, vont défusionner d'avec les fusions d'avant et vont pouvoir vivre un amour véritable. Et puis après, il y a le Marguerite et Julien qui raconte la fusion qui tue, en fait, la maladie, l'amour comme une maladie qui tue. Et je trouvais que c'était beau de raconter ça parce que c'est un amour impossible. Et je me disais, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui qui pourrait ne pas être accepté ? Ça reste l'inceste. Ça reste l'inceste, en fait, plus que l'homosexualité. Et après, on arrive à Notre-Dame, où alors là, c'est un peu une comédie du remariage, hein, sauf qu'elle n'était pas mariée avec son premier amour, mais c'est comment on revient finalement à un tout premier amour. Oui, alors c'est Notre-Dame, c'est et d'ailleurs aussi en un se parcours... défusionnant Oui, complètement. d'un type très fusionnel. Oui, et alors c'est marrant parce que Notre-Dame, pour le coup, raconte un amour qui n'est pas fusionnel, puisque la rencontre qu'elle fait avec Pierre, c'est vraiment, on sent que c'est deux personnes qui... ça n'a pas marché quand ils étaient jeunes, pour plein de raisons, on ne les connaîtra pas. Mais là où ils se rencontrent, ils sont tous les deux arrivés à un point de leur vie où cette histoire peut exister de façon saine et de façon sereine. Et d'ailleurs, c'est tellement pas un amour fusionnel qu'ils n'en font même pas... on sait qu'ils n'en auront pas d'enfants, ou qu'il y aura pas... Et d'ailleurs, elle est enceinte de la fusion d'avant, et lui accepte qu'elle puisse de l'aimer en portant l'enfant d'un autre. Mais quand même, pardon, Pierre de la Donchamp, physiquement, c'est pas très loin de Jérémy Elkaïm. Ah bon? Ah, si, un petit peu, quand même. Si. Ah, c'est drôle parce que alors, moi je trouve pas. Mais... Ah bon? C'est marrant parce que dans le public, il y en a qui font oui et il y en a qui font non. Alors c'est drôle parce qu'en fait, on m'a dit. On vote. Non, mais moi, c'est. Alors, les yeux, oui, les yeux très bleus, d'accord. Il a des yeux très bleus, oui, il est blond. Enfin, moi, je trouve... Qui est blond? Bah, il est un peu. Alors, un peu. Enfin, parce que maintenant. Elle en est à pas. Bah, il est pas très très blond quand même. Non, dans le film, il est. Non, parce que maintenant, mais non, bah, alors c'est marrant parce que. Non, mais après, je pense que dans les hommes qu'on aime, on retrouve toujours des points communs. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose dans les hommes qu'on aime qui se rejoint. Enfin, en tout cas, c'est drôle, non, mais parce que on me dit aussi que Martial, c'est le portrait de Jérémy Elkaïm. Alors, moi, je trouve pas du tout, mais du coup, je pense qu'en fait... Il y a que des... C'est comme dans La Reine des Pommes, il y a que des Jérémy Oui, mais Elkaïm, je pense qu'il a tellement été associé à mon travail et à ma vie que les gens le voient un peu partout. Et puis, d'ailleurs, il est un peu partout. Enfin, en tout cas, pas tellement dans le personnage de Bacchus Renard, mais dans le personnage de Martial, c'est évidemment inspiré de certaines facettes de sa personnalité. Et alors, bon, pour arriver à Notre-Dame, et une fois de plus, ça évoque La Reine des Pommes, c'est ce sens du burlesque. Dans La Reine des Pommes, enfin, moi, ce que je préfère, c'est quand vous n'arrêtez pas de vous écrouler sur un banc. Enfin, puis alors, il y a vraiment un truc, enfin, c'est vraiment du slapish, enfin, c'est comme ça. Ça pourrait être Buster Keaton, etc. Enfin, il y a quelque chose dans les corps.
il y a aussi de toute façon votre tendance toujours à ce que ce soit chorégraphié. On est toujours au bord de la comédie musicale. Et là, dans Notre-Dame, c'est pareil, le coup des gifles. Enfin, en fait, c'est du burlesque. Vous avez des films très bavards, mais n'empêche que votre mise en scène, on dirait du muet, du burlesque. Donc, comment ça vient, ces idées-là? Pourquoi les claques, par exemple? C'est génial, ce truc. Oh là là, mais en fait, c'est tellement lié à plein de choses différentes. En fait, moi, j'ai pris une claque dans la rue comme ça il y a longtemps. Et j'étais avec un. En fait, j'étais. Bon, comme on est entre nous, je vais vous raconter la vraie histoire. J'étais avec mon compagnon actuel, mais il y a longtemps. Donc, c'était il y a 6 ans. Et en fait, on avait eu une petite histoire, puis on s'était perdu de vue et tout ça. Et on s'était revus dans une fête, puis on a discuté toute la soirée et tout ça. Puis on rentre ensemble, il est 5 h du matin. Et là, on traverse comme ça un groupe de 5-6 mecs assez baraques et tout. Il y en a un qui me fout une baffe, mais de façon hyper gratuite et hyper violente. C'était pas drôle du tout. Hein. Et du coup, je suis là, je manque de tomber par terre et tout. Et donc, mon ami, qui n'est pas du tout baraqué, un grand haricot vert comme ça, s'arrête et il va les voir. Et je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Il va se faire trucider. Et en fait, il les prend un par un et il les sermonne comme ça. Enfin, il leur parle. En fait, il est prof et donc il leur parle. Il avait l'habitude de ce genre de lascar et donc il leur parle comme ça en leur faisant tout un discours sur la honte de soi, de faire une chose comme ça, etc. Et ils finissent par s'excuser. Donc j'étais là. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et donc ça m'a marqué. Et en fait, dans la première version de mon scénario, c'était plus axé sur la comédie de mariage. Et j'avais repris cette scène un peu à l'identique et tout. Et puis après, quand j'ai retravaillé le scénario avec Benjamin Charby, on s'est dit, bon, il faut garder les personnages, mais repenser vraiment l'histoire. Et donc je me suis dit, mais cette scène de la claque, c'est quand même dément et tout. Et je me suis dit, mais moi, je veux vraiment ancrer le film dans un Paris catastrophe où les gens sont tendus et stressés. Et en fait, ils vont se foutre des baffes, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment... Et il me dit, mais comment ça, ils vont se foutre des baffes? Je dis, mais si, tu vas voir, schlack, ça va être complètement... Alors, il me dit, bon, écoute, je te laisse faire, je vois pas trop ce que tu veux dire et tout. Mais pour moi, c'était tellement évident. Et en fait, c'est parti vraiment du vécu que je transforme. C'est pareil, c'est une catastrophe que je transforme en quelque chose de drôle et de burlesque et tout ça dans le film. Et en fait, c'est comme ça qu'elles viennent, les idées. C'est un mélange de choses vécues, de choses inventées, de choses inconscientes. Enfin, c'est vraiment... Il y a à chaque fois quelque chose, effectivement, du conte ou de la fable. C'est-à-dire, vous prenez quelque chose qui n'est pas marrant du tout, en fait. C'est comme la soi-disant attaque chimique. Oui. Qui finalement est un nuage rose qui sort d'un pressing. Oui. Donc, cette idée de transformer ce qu'il pourrait y avoir de pire comme ça en bulle pop. Oui, mais en fait, c'est un regard que vous avez en général sur la vie. C'est-à-dire ben, je crois cette manière de repeindre en rose ou de... Non, mais je crois que j'ai une espèce de... Alors, je dirais pas je crois que je suis quelqu'un d'assez joyeux et d'assez optimiste, en fait, c'est vrai. Je suis pas très déprimée, en fait. Enfin, ça m'arrive d'avoir des moments de dépression et tout ça. Mais c'est vrai que, par exemple, quand j'ai vécu la maladie de mon fils et tout ça, en fait, je pense que c'est aussi une façon de résister au malheur, quoi. Je veux pas être embarquée par le malheur. Je pense que c'est aussi parce que je suis trop émotive et donc, c'est une façon de le mettre à distance, quoi. De pas vouloir sombrer. C'est tellement difficile, quoi, de vivre et tout. Il faut s'accrocher à la lumière, quoi. Enfin, moi, je m'accroche à la lumière, je m'accroche pas à l'obscurité. Je vais toujours vers la lumière. Et vous allez vers Notre-Dame. Alors, il faut quand même... Voilà. Ça, c'est... Non, mais... Alors, on parle là, c'est l'inverse, pour le coup. Hein. Alors, on parle de catastrophe. Alors, dans le genre, quand même, donc vous avez la chance folle enfin, vous allez expliquer, mais de pouvoir tourner à l'intérieur de Notre-Dame. Le film tourne autour de Notre-Dame et Notre-Dame prend feu. Non, mais franchement, c'est hallucinant.
enfin Ouais. ce parcours-là. Alors déjà, comment on fait pour tourner dans Notre-Dame, ce qui d'habitude pourrait paraître impossible à d'autres cinéastes que vous? Oui, bah alors en fait, moi, quand j'écris pour Notre-Dame et tout ça, je me pose pas la question de savoir si ça va être possible ou pas de tourner dans Notre-Dame, parce que je me dis, bon, pourquoi ce serait pas possible? En revanche, je m'inquiète du sort qu'il peut être réservé à Notre-Dame, parce que quand je commence le scénario, on doit être en 2016, enfin même 2015, 2016, je dirais. Donc on n'était pas loin des attentats, et je pensais que Notre-Dame, ça pouvait être une cible, en fait. Ça me faisait un peu peur, ça. J'avais peur qu'il lui arrive quelque chose. Et bah, comment on fait pour tourner dans Notre-Dame? On s'y prend à l'avance, et puis on fait des demandes d'autorisation de tournage, on donne le scénario, et puis c'est validé, et puis ça prend du temps. Donc c'est vraiment quelque chose qui, en fait, est un peu coûteux en termes de production, parce que ça nécessite de démarrer la préparation du film assez en amont, puisqu'il faut payer des gens pour s'occuper de ça, pour faire des budgets, pour faire un plan de travail, savoir combien de temps on tournera, de combien de quoi, voilà, comment techniquement ça s'organise, etc. Mais on a les autorisations assez vite, et donc on sait qu'on peut tourner dans Notre-Dame, que ça va rentrer dans le coût du film et tout, donc on est assez content. Et puis on commence le tournage par ça, parce que on se dit, voilà, c'est quand même la chose la plus compliquée à gérer entre les touristes. Il faut commencer par le plus dur. Et puis après, le film se fait, et voilà, le montage s'arrête. Juste, il paraîtrait que au départ, vous vouliez leur faire l'amour entre les bancs de Notre-Dame. Oui. Alors ça, après, j'ai arrêté. Non, mais je trouvais ça hyper beau qu'ils fassent l'amour dans l'église. Mais ça a choqué plein de gens qui me disaient, mais ça va pas dans une église et tout. J'étais, ah bon. Enfin, moi, je vois Pareil pas. que mot de crayon, quoi. Ouais, enfin, Pareil qu'un phallus sur le... Il n'y a pas de problème, un phallus sur le non, mais parvis. c'est des choses on met du sacré, alors que... Il y a bien Marie-Madeleine, dit monsieur. Oui, non, mais voilà. Bon, bref, en tout cas, puis je me suis dit, bon, de toute façon, et en fait, la vérité, c'est que les personnes qui s'occupent de Notre-Dame et tout ça, il n'était pas question qu'on tourne de jour une scène de baiser de jour. C'était pas possible. Parce comme on ne peut pas fermer Notre-Dame, c'est toujours ouvert, il y a toujours des visiteurs, et c'est le monument le plus visité au monde. On ne pouvait pas tourner de jour cette scène de baiser, donc on a dû la tourner de nuit. Ce qui était quand même pas tout à fait la même histoire pour moi, parce que j'avais imaginé... Donc du coup, j'ai réécrit en fonction de ça. Et donc la scène qu'on voit dans Notre-Dame, c'est une scène de baiser dans Notre-Dame qui est vide. Donc ça paraît presque un peu irréel et tout. Et on a fait un éclairage qui allait avec. On a fait... Féerique. Mais ce qui était génial, c'était d'être seul dans Notre-Dame. Et les tournages, quand on fait des films, c'est ça qui est super, c'est que rien n'est impossible en fait. Si on dit un éléphant rose dans le ciel, on va trouver un moyen de trouver une façon de faire un éléphant rose dans le ciel. Enfin, c'est ça qui est drôle, quoi. Et c'est pareil, quand j'écris la maquette qui s'envole et tout, au final, la maquette, elle s'envole. Enfin, c'est des trucs assez... Et donc là, on était tout seul dans Notre-Dame. Enfin, c'était drôle, quoi. Et on avait une grue, on a tourné. Enfin, voilà, on a fait... C'était un moment inoubliable. Et après? Et donc après, Notre-Dame a brûlé. Donc ça a été... franchement, ça m'a fait complètement flipper, parce que je me suis dit, mais ils vont jamais réussir à éteindre le feu. Si elle disparaît complètement, mon film est foutu. Puis j'étais triste, parce que quand on tourne dans des endroits quand même... Enfin, c'est comme s'ils nous appartenaient un peu. Donc c'était horrible, quoi. Et puis après, on apprend qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas eu de victimes, que c'était pas intentionnel, puis que les gens adorent Notre-Dame, et puis qu'il va y avoir un concours, un appel à projet pour réaménager Notre-Dame, et puis qu'il y a des gens... Mot de crayon va... Non, mais je voulais présenter un projet de mot de crayon. Je voulais demander à ma meilleure amie qui est architecte, pour le coup, que j'ai rencontré en faisant mes études, je lui ai dit, tu veux pas présenter un projet, toi qui es architecte? Et voilà, et en fait, maintenant, il y a la question du... Est-ce qu'il faut être conservateur ou pas? Est-ce qu'il faut reconstruire comme c'était ou pas? Donc là, on rentre dans les débats du film, donc c'est marrant, quoi. C'est vraiment la réalité qui rattrape la fiction, donc c'est très bizarre. Bon, je crois que ça fait... Et vous savez que ça fait déjà 1 heure, quasiment. Mais je vais vous laisser la parole. Mais je voudrais juste vous poser une question sur ce très joli titre, en fait, parce que Notre-Dame... Enfin, moi, j'y ai vu quand même un double sens. Tous ces mecs-là qui sont autour de vous, ils peuvent dire que vous êtes leur dame. Oui, Notre-Dame. Vous êtes Notre-Dame. C'est-à-dire que vous appartenez un peu, enfin dans le film, vous appartenez un peu à tout le monde, à trop de monde à un moment.
Enfin, Oui. comme d'ailleurs Adèle dans La Reine des Pommes. Oui, oui, c'est vraiment la question de réussir à pas à résister à l'invasion, quoi, à être maître de soi. Et Adèle comme Maud, Maud, elle se fait complètement envahir par tout le monde, en fait, par son patron, son ex-mari, ses enfants, enfin tout le monde. Et il faut qu'elle réussisse à... Parce que j'ai l'impression que quand on est une femme, on est quand même une addition de choses et que c'est difficile de penser à soi et d'être un peu sujet de sa vie, quoi. Et à la fin, c'est ce qu'elle réussira à faire. Donc c'est un autre parcours initiatique. Mais est-ce que quand on est une cinéaste, on est enfin, une femme comme les autres? C'est-à-dire, enfin, est-ce que on ressent d'autant plus ce besoin de s'appartenir un peu plus à soi et pas aux autres quand on est cinéaste? Bah, en fait, je crois que l'endroit de mes films, c'est mon endroit à moi. Donc j'ai vraiment l'impression que pour le coup, c'est là où je suis le plus sujet de ma vie, c'est dans mes films. Donc je crois que c'est vraiment... C'est là où c'est marrant que vous êtes le plus actrice, en fait. Oui, c'est marrant parce que c'est vraiment un endroit, c'est un peu comme si j'avais la fameuse chambre à moi. Enfin, comme dans le livre, une chambre à soi, c'est comme si c'était virtuellement une chambre à moi. Un endroit qui n'appartient qu'à moi. Est-ce que vous avez des questions? Oh, c'est chouette, madame. Pas de questions? Oh, sérieux. Merci, monsieur. Non, vraiment? Bon, et est-ce que je peux demander s'il y a un autre projet qui se développe dans la chambre à soi? Oui, il y en a plein. Oula! Et il y en a un dont on a le droit d'avoir une petite primeur ou pas? Oui, oui, il y en a un. Il y a un projet de film que j'écris qui s'appelle Ma mère est une sorcière. Voilà. Mais alors, enfin, juste, ce sera entre féminisme et Ma sorcière bien-aimée, vu votre esprit. Exactement. Ah bon? Ouais. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, vraiment, on vous souhaite de continuer à filmer d'aussi jolies catastrophes et de nous faire rêver. Bah, Voilà. merci beaucoup, beaucoup. Merci Valérie. beaucoup.